Je me suis réveillée les poignets entravés, la vue trouble comme si quelqu'un avait versé du brouillard directement dans mes yeux. L'odeur d'antiseptique me prenait à la gorge, mélangée à quelque chose de plus sombre. Cette puanteur de désespoir qu'on ne trouve que dans certains endroits. Des barreaux aux fenêtres. Mon Dieu, des barreaux. Une infirmière en blouse blanche s'approcha, son regard fuyant. Elle se pencha vers moi et murmura d'une voix à peine audible. « Votre famille dit que vous avez menacé votre belle-mère avec un couteau de cuisine. » J'ai tenté de crier que c'était faux, que c'était impossible, mais les mots sortaient pâteux, déformés. Ma langue semblait engourdie, mes lèvres refusaient d'obéir. Qu'est-ce qu'on m'avait fait? C'est alors qu'Édouard apparut dans l'encadrement de la porte. Mon mari, celui qui m'avait promis de me protéger jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ses yeux étaient rougis, gonflés comme s'il avait pleuré toute la nuit. Il s'approcha lentement, avec cette démarche hésitante que je ne lui connaissais pas. « Ma chérie, tu ne te souviens vraiment de rien ?» Sa voix tremblait légèrement, mais il y avait autre chose dedans. De la pitié, de la peur. Je fixais son visage familier en cherchant désespérément un indice, une explication. Mais je ne savais pas encore que ce cauchemar était orchestré depuis des mois. Avant de continuer cette histoire bouleversante, n'oubliez pas de me dire en commentaire d'où vous écoutez notre histoire et pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de témoignages choquants. Les murs blancs de cette chambre me renvoyaient mon reflet déformé. J'étais dans une chambre d'hôpital, mais pas n'importe laquelle. Les poignées de porte étaient à l'extérieur. Les fenêtres, trop hautes, le genre d'endroit d'où on ne sort pas facilement. Clinique Sainte-Marie. Avais-je lu sur une plaque en arrivant? Non, impossible. Je ne me souvenais pas d'être arrivée. Le dernier souvenir net que j'avais, c'était quoi exactement? Mon corps tremblait malgré moi. Des nausées remontèrent par vagues, comme si on avait versé du poison dans mes veines. Mes mains, quand j'arrivais à les bouger, semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. Lourde, maladroite, étrangère. Le docteur Henrik entra à son tour. Grand, la soixantaine, avec cette barbe grisonnante qui lui donnait un air paternel trompeur. Sa voix était douce, presque hypnotique, mais ses yeux étaient froids, comme l'acier. « Bonjour Marine, comment vous sentez-vous ce matin ?»« Ce matin? Quel matin? Depuis combien de temps étais-je ici ?»« Docteur, » articula-je difficilement, « je ne comprends pas ce qui se passe. Je n'ai jamais menacé personne avec un couteau. Je ne suis pas violente. » Il hocha la tête avec cette compassion feinte que j'apprendrai à détester. « C'est tout à fait normal que vous ne vous souveniez pas, Marine. Les épisodes psychotiques provoquent souvent des amnésies. Votre mari et votre belle-mère sont très inquiets. »« Psychotique ?» Le mot me frappa comme une gifle. Moi, Marine Dubois, graphiste, femme équilibrée de 29 ans, je tentais de me redresser, mais les sangles me retenaient. « Écoutez-moi bien, docteur. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je vous assure que je ne suis pas malade mentale. Il y a une erreur. C'est exactement ce que disent tous nos patients au début, » répondit-il en notant quelque chose sur son carnet. « Nous allons prendre soin de vous, ne vous inquiétez pas. » Mais moi, j'étais terrifiée, car au fond de moi, quelque chose criait que tout cela était faux, terriblement faux. Les fragments de ma dernière journée normale me revenaient par bribes. J'étais dans notre cuisine de l'appartement du 6e arrondissement de Lyon. Béatrice, ma belle-mère, préparait le café avec ce sourire maternel qu'elle avait toujours. Elle portait son tablier à fleurs bleues, celui qu'Édouard lui avait offert pour ses 60 ans. « Tiens, ma chérie, ton café préféré. J'y ai ajouté un peu de miel, tu sembles fatiguée ces derniers temps. » J'avais bu le café sans me méfier. Pourquoi me serais-je méfiée? C'était Béatrice, la femme qui m'avait accueillie dans la famille avec tant de chaleur. Mais après avoir fini ma tasse, cette sensation d'étourdissement était arrivée. Mes jambes étaient devenues coton. Ma vue s'était troublée. « Tu devrais te reposer un peu », avait-elle suggéré en me prenant le bras avec sollicitude. « Monte t'allonger, je m'occupe de tout ici. » Et puis, plus rien. Le trou noir complet jusqu'à ce réveil en enfer. Comment étais-je arrivée ici? Et pourquoi Édouard me regardait-il maintenant avec cette pitié dans les yeux, comme si j'étais devenue quelqu'un d'autre? Il faut que je vous raconte comment tout a commencé. Il y a 3 mois exactement. C'était un dimanche matin pluvieux d'avril quand Béatrice a sonné à notre porte avec ses 2 grosses valises et ce sourire un peu triste qui me fendait le cœur. « Ma petite Marine », avait-elle dit en posant ses affaires dans notre salon, « c'est temporaire, ma chérie. Juste le temps de retrouver un appartement.
Tu sais comme c'est difficile à mon âge. Son propriétaire l'avait mise dehors, prétendument pour vendre l'appartement qu'elle louait depuis 15 ans. Une histoire qui m'avait semblé louche sur le moment. Mais comment refuse-t-on l'hospitalité à une femme de 62 ans qui se retrouve à la rue? Édouard était aux anges. Maman va pouvoir s'occuper de nous. Tu vas voir comme elle cuisine bien. Et puis, ça nous fera des économies sur le ménage. Dès le premier soir, Béatrice avait pris possession de notre cuisine comme si elle était chez elle. Elle connaissait l'emplacement de chaque ustensile, réorganisait nos placards avec une efficacité troublante. Pour mieux optimiser l'espace, expliquait-elle quand je la surprenais en train de tout déplacer. Au bout d'une semaine, notre appartement ne nous ressemblait plus. Nos photos de mariage avaient été rangées pour éviter la poussière. Mes plantes vertes avaient été déplacées pour une meilleure exposition. Même notre chambre n'échappait pas à ces réaménagements constants. Béatrice, avais-je tenté de protester un matin, j'aimerais garder mes affaires où elles étaient. Bien sûr, ma chérie, avait-elle répondu avec ce sourire maternel. C'est juste que je pensais que ce serait plus pratique comme ça. Mais tu es chez toi, évidemment. Sauf que rien ne revenait jamais à sa place d'origine. C'est vers la 2e semaine que les vitamines ont fait leur apparition. Chaque matin, Béatrice m'apportait mon café au lit avec un petit comprimé blanc. C'est du magnésium, ma petite. Tu travailles trop, tu as l'air épuisée. Ça va te donner de l'énergie. J'avais toujours été méfiante envers les compléments alimentaires, mais refuser semblait impoli. Et puis, Béatrice était infirmière à la retraite. Elle s'y connaissait en santé, non? Le problème, c'est que ces vitamines me donnaient l'effet inverse. Au lieu d'être plus énergique, je me sentais cotonneuse, ralentie. J'oubliais des rendez-vous importants, des conversations entières disparaissaient de ma mémoire. Un matin, j'ai retrouvé mes clés dans le réfrigérateur sans aucun souvenir de les y avoir mises. Le stress du mariage, diagnostiquait Béatrice en me caressant les cheveux. C'est normal, ma petite. Beaucoup de jeunes femmes passent par là. Il faut que tu apprennes à te détendre. Édouard approuvait tout ce que disait sa mère. Quand je lui faisais part de mes inquiétudes sur ma fatigue, sur ses trous de mémoire, il me répondait invariablement « Maman a raison, tu te mets trop de pression. » C'est Carla, ma meilleure amie depuis la fac, qui a commencé à poser les bonnes questions. Infirmière aux urgences de l'hôpital Édouard Herriot, elle avait l'œil clinique. « Marine, tu n'as pas l'air dans ton assiette. Tu es sûre que tout va bien ?» Nous étions attablés à notre café habituel, place Bellecour. J'avais failli oublier notre rendez-vous, encore un trou de mémoire. Je ne sais pas, Carla. Je me sens bizarre, comme si j'étais dans du coton en permanence. Depuis quand? Depuis que Béatrice vit chez nous? Mais ça n'a sûrement rien à voir. Le regard de Carla s'était durci. Marine, tu me connais, je ne suis pas du genre à voir le mal partout. Mais fais attention. J'ai vu des cas étranges aux urgences. Des femmes qui arrivaient complètement désorientées, et quand on creusait, elle n'avait pas terminé sa phrase, mais son message était clair. Les voisins aussi avaient changé d'attitude envers moi. Madame Roussel, la gardienne qui me saluait toujours chaleureusement, se contentait maintenant d'un hochement de tête froid. Monsieur Dupont, du 3e étage, évitait carrément mon regard dans l'ascenseur. Un soir, en sortant les poubelles, j'avais entendu des murmures dans la cour. Pauvre Édouard, sa femme fait n'importe quoi. Béatrice nous a raconté, il paraît qu'elle a des crises. Et ces cris qu'on entend parfois. Des cris? Quels cris? Je ne me souvenais pas d'avoir crié sur qui que ce soit. C'est ce soir-là que j'ai commencé à comprendre que quelque chose clochait vraiment. Béatrice était en train de répandre des rumeurs sur moi dans tout l'immeuble. Mais pourquoi? J'avais tenté d'en parler à Édouard, mais il avait balayé mes inquiétudes d'un revers de main. Tu deviens parano, Marine. Maman veut juste t'aider. Le lendemain matin, en buvant mon café aux prétendues vitamines, j'avais observé Béatrice plus attentivement. Son sourire maternel était toujours là, mais quelque chose dans ses yeux, quelque chose de calculateur, de froid. Elle surprit mon regard et me demanda avec cette douceur feinte « Tout va bien, ma chérie? Tu as l'air soucieuse? » « Non, tout va bien. » Mais tout n'allait pas bien. Et cette nuit-là, j'ai décidé de découvrir ce qui se tramait vraiment dans ma propre maison. Le lendemain, pendant qu'Édouard était au bureau et Béatrice en course, j'ai agi. Mon instinct de survie avait pris le dessus sur ma culpabilité de fouiner dans ma propre maison. Je suis allé acheter 3 mini-caméras de surveillance dans un magasin d'électronique du centre-ville. Le vendeur a dû me prendre pour une femme paranoïaque, mais je m'en fichais. J'avais besoin de preuves, pas de respectabilité. La première caméra,
Je l'ai dissimulée derrière le cadre photo sur l'étagère du salon, orientée vers la cuisine. La deuxième, dans le faux livre que j'avais évidé, posé sur le plan de travail. La troisième, la plus petite, collée sous la table de la cuisine avec du scotch double face. Pour le téléphone fixe, j'ai utilisé une astuce que Carla m'avait montrée, un petit enregistreur digital de la taille d'une pièce, fixé à l'intérieur du combiné. Béatrice passait ses coups de fil mystérieux sur ce téléphone, jamais sur son portable. Ensuite, j'ai créé 3 comptes Gmail secrets avec des mots de passe complexes. J'ai programmé des envois automatiques. Si je ne me connectais pas pendant 48 heures, tous les fichiers seraient automatiquement envoyés à Carla, à mon frère Thomas et à Maître Dubois, l'avocat qui nous avait aidés pour l'achat de l'appartement. J'ai acheté 5 clés USB que j'ai cachées dans des endroits différents. Une chez Carla, une dans mon bureau au travail, une dans la boîte aux lettres de mes parents, une dans mon casier de la salle de sport et la dernière sous un pot de fleurs sur le balcon. Cette organisation minutieuse me donnait l'impression d'être devenue folle. Mais paradoxalement, c'était la première fois depuis des semaines que je me sentais lucide. Comme si l'action m'avait réveillée de cette torpeur constante. Le premier enregistrement a eu lieu le mercredi suivant. J'étais censée être au travail, mais j'avais pris ma matinée pour aller chez le dentiste. En réalité, j'étais garée dans la rue d'à côté, surveillant notre immeuble. Vers 10 heures, j'ai vu Béatrice sortir de l'immeuble et aller frapper chez Madame Roussel. Elles ont discuté pendant 20 minutes dans la cour. Je n'entendais pas leurs paroles, mais les gestes de Béatrice étaient expressifs. Elle secouait la tête d'un air désolé, portait la main à son cœur, comme si elle était inquiète. Quand je suis rentrée le soir et que j'ai visionné les enregistrements, j'ai failli vomir. Sur la vidéo, on voyait clairement Béatrice sortir une petite boîte en métal de son sac à main. Elle en avait extrait plusieurs comprimés blancs qu'elle avait écrasés avec le dos d'une cuillère. Puis elle avait versé la poudre dans le filtre de la machine à café, exactement là où je prenais mon café chaque matin. Ce n'était pas des vitamines. Ces comprimés ressemblaient à des anxiolytiques ou des somnifères. Béatrice m'empoisonnait méthodiquement depuis des semaines. Mais le pire était encore à venir. L'enregistrement du téléphone m'a révélé une conversation qui a glacé mon sang. « Allô, docteur Henrique, c'est Béatrice Moreau. Oui, pour ma belle-fille. Il faut augmenter la dose. Elle résiste encore trop. J'ai essayé avec un demi-comprimé de plus ce matin, mais elle reste trop alerte. Combien vous dites? 2 comprimés entiers dans le café? Vous êtes sûr que ce n'est pas dangereux? D'accord, d'accord. Et pour l'autre chose, le lit dans la chambre 15 sera bien prêt pour la semaine prochaine. Parfait. Elle ne se doutera de rien. Elle est déjà bien amollie. J'ai dû arrêter l'enregistrement pour aller vomir dans les toilettes. Ma propre belle-mère planifiait mon internement psychiatrique avec la complicité d'un médecin. Il me droguait pour me rendre confuse, pour que j'aie l'air mentalement instable. Le surlendemain, j'ai découvert quelque chose d'encore plus terrifiant. Béatrice fouillait dans nos papiers personnels pendant qu'Édouard et moi étions au travail. La caméra l'avait filmé en train de photographier notre contrat de mariage, nos relevés bancaires, mes fiches de paie et même mon carnet médical que je gardais dans le tiroir de ma table de nuit. Elle prenait des notes dans un petit carnet noir avec une minutie qui faisait froid dans le dos. J'ai pu lire par-dessus son épaule, quand elle s'est approchée de la caméra, compte épargne, 47 000 €, assurance vie, 120 000 €, appartement estimé, 380 000 €. Elle dressait l'inventaire de notre patrimoine comme un vautour qui évalue sa proie. La dernière découverte a eu lieu le vendredi. Dans son carnet, elle avait noté un planning détaillé. Semaine 1-2, adapté au produit. Semaine 3-4, augmenté dosage. Semaine 5-6, provoquer incident public. Semaine 7, internement d'urgence. Nous étions déjà à la semaine 5. Dans son esprit tordu, j'étais censé faire un scandale public d'ici quelques jours pour justifier mon internement. J'ai immédiatement fait des copies de tout. Vidéos, enregistrements audio, photos des notes. Chaque clé USB a été mise à jour avec les nouvelles preuves. J'ai programmé les envois automatiques pour qu'ils se déclenchent si je ne donnais pas signe de vie pendant 24 heures au lieu de 48. Carla était ma seule confidente. Je lui ai tout montré un soir après le travail, dans sa voiture garée loin de chez moi. Putain Marine, c'est du délire. Il faut porter plainte immédiatement. Avec quoi comme preuve? Des enregistrements pirates dans ma propre maison. Et qui va me croire contre une gentille mamie de 62 ans et un médecin respecté? Mais enfin, tu ne peux pas rester là-dedans.
Elle va finir par te tuer. J'ai besoin de plus de preuves, Carla, des preuves irréfutables, et je dois protéger les éléments que j'ai déjà. Quand j'ai essayé d'aborder le sujet avec Édouard, il a refusé de m'écouter. Pire que ça, il m'a regardée comme si j'étais devenue folle. « Marine, tu entends ce que tu dis? Tu accuses ma mère de t'empoisonner? Ma mère qui s'occupe de nous comme une sainte? Tu as besoin d'aide, ma chérie. Vraiment. » Il était déjà complètement sous l'influence de Béatrice. Ou peut-être qu'il était complice depuis le début. Cette pensée m'a terrifiée plus que tout le reste. Le dimanche soir, j'ai pris ma décision. J'allais faire semblant de boire le café empoisonné le lendemain matin, mais je le cracherais discrètement. Je voulais voir jusqu'où Béatrice était prête à aller. Ce que j'avais gardé en silence pendant ces semaines d'enquête secrète allait bientôt sauver ma vie, si j'arrivais à temps. Retour au présent, dans cette chambre d'hôpital qui puait la folie et le désespoir. J'analysais ma situation avec une lucidité douloureuse. Béatrice avait gagné la première manche, mais elle ne savait pas que j'avais des cartes cachées. Le personnel médical de la clinique Sainte-Marie était clairement dans le coup. Quand j'essayais d'expliquer que j'étais victime d'un complot, ils hochèrent la tête avec cette compassion feinte que j'apprenais à détester. « Madame Moreau, » me disait l'infirmière Sophie, « vos hallucinations paranoïaques sont un symptôme classique de votre état. Il faut accepter le traitement. » Hallucinations? Paranoïa? J'avais des preuves concrètes, mais personne ne voulait les écouter. Ils me forçaient à prendre des médicaments 3 fois par jour, des comprimés roses qui me rendaient l'esprit encore plus flou. Quand je refusais, ils me faisaient une injection dans le bras. Le produit me brûlait les veines et m'envoyait dans un état de semi-conscience terrifiant. « C'est pour votre bien », répétait le docteur Henrique avec ce sourire paternaliste. « Votre mari et votre belle-mère sont très inquiets. Ils veulent ce qu'il y a de mieux pour vous. » Édouard venait me voir tous les 2 jours. À chaque visite, il signait de nouveaux papiers. Autorisation de traitement prolongé. Demande d'internement volontaire en mon nom. Procuration pour gérer nos comptes bancaires en attendant ma guérison. « C'est temporaire, ma chérie, » me disait-il en évitant mon regard. « Dès que tu iras mieux, tu pourras rentrer à la maison. » Mais je voyais bien dans ses yeux qu'il n'y croyait pas. Béatrice l'avait tellement manipulé qu'il était sincèrement convaincu que j'étais devenue folle. « Édouard, écoute-moi. » J'avais attrapé sa main lors de sa dernière visite. « Je ne suis pas malade. Ta mère m'a piégée. » Il avait retiré sa main avec dégoût. « Arrête, Marine. Tu me fais peur quand tu parles comme ça. Maman a raison. Tu as besoin d'aide. » Carla tentait désespérément de me rendre visite, mais on la renvoyait systématiquement. « Désolée, madame, » lui disait l'agent de sécurité. « La patiente est en crise. Aucune visite n'est autorisée sauf la famille proche. » Famille proche? Béatrice était considérée comme ma famille proche, mais pas ma meilleure amie depuis 10 ans. J'ai appris plus tard que Béatrice avait contacté tous nos voisins pour leur expliquer ma situation. Elle jouait parfaitement son rôle de belle-mère éplorée. « Nous avions remarqué des signes inquiétants depuis quelques semaines, » racontait-elle à Madame Roussel. Elle parlait toute seule, cassait des objets, avait des crises de rage terribles. Pauvre Édouard, il ne savait plus quoi faire. « Et ces cris qu'on entendait parfois ?» demandait Monsieur Dupont. « Exactement. Elle hurlait sur nous sans raison. Un matin, elle m'a même menacée avec un couteau parce que j'avais osé ranger sa cuisine. Nous aurions dû réagir plus tôt. » Tous ces mensonges distillés avec un art consommé. Béatrice construisait méticuleusement ma réputation de folle dangereuse. Et le pire, c'est que les gens la croyaient. Ma propre famille avait été contactée. Mon frère Thomas, qui vit à Marseille, avait reçu un coup de fil d'Édouard. « Marine a fait une grosse dépression nerveuse », lui avait-il expliqué. « Elle a agressé maman. Les médecins disent qu'elle a des tendances paranoïaques graves. Il vaut mieux ne pas la voir pour l'instant. Ça pourrait aggraver son état. » Thomas, qui me connaissait depuis l'enfance, avait gobé cette histoire. Personne ne remettait en question la version officielle. Mes collègues de travail avaient reçu un certificat médical bidon expliquant que j'étais en arrêt longue maladie pour troubles psychiatriques sévères. Mon chef, M. Blanchard, était désolé mais compréhensif. « Prenez tout le temps qu'il vous faut, Marine. Votre poste vous attendra. » Béatrice avait pensé à tout. Elle démontait systématiquement mon réseau social, isolant chaque personne qui aurait pu m'aider. Mais elle sous-estimait certaines personnes. Sophie, l'infirmière de nuit, commençait à avoir des doutes. Elle m'observait pendant ses rondes et notait que mon comportement ne correspondait pas du tout au diagnostic officiel. « Vous ne ressemblez pas aux autres patients psychotiques que j'ai vus », m'avait-elle chuchoté un soir. « Vous êtes trop cohérente,
trop organisé dans vos pensées. C'était la première personne depuis des jours qui ne me regardait pas comme une bête curieuse. Sophie, lui avais-je dit, j'ai des preuves de ce que j'avance. Si vous pouviez contacter mon amie Carla... Chut! Elle avait regardé autour d'elle avec nervosité. Les murs ont des oreilles ici, mais je vais réfléchir à ce que vous m'avez dit. Carla, de son côté, menait sa propre enquête. Elle connaissait suffisamment le milieu médical lyonnais pour savoir que quelque chose clochait. Un internement psychiatrique d'urgence sans passage par les urgences. Un diagnostic posé aussi rapidement. Des visites interdites. Tout cela puait l'arnaque. Elle avait contacté des collègues qui travaillaient dans d'autres hôpitaux psychiatriques de la région. Aucun n'avait entendu parler de méthodes aussi expéditives. La procédure normale, lui avait expliqué le docteur Martin de l'hôpital du Vinatier, c'est un examen psychiatrique approfondi, plusieurs avis médicaux, une période d'observation. On n'interne pas quelqu'un comme ça du jour au lendemain. Carla commençait à comprendre qu'elle n'était pas face à une erreur médicale, mais face à une machination. Le 5e jour de mon internement, j'ai découvert que je n'étais pas la seule dans cette situation. Dans le lit voisin, une femme d'une 40aine d'années, Véronique, était internée depuis 3 mois. Son mari avait demandé le divorce et voulait récupérer la garde de leurs enfants. Il m'a fait interner en prétendant que j'étais bipolaire, m'avait-elle confié. Maintenant, il dit au juge que je suis instable mentalement. Je n'ai plus le droit de voir mes gosses. Une autre patiente, Marie-Claire, était là depuis 6 mois. Sa belle-fille convoitait son héritage et avait réussi à la faire passer pour sénile précoce. Ils m'ont pris ma maison, mon compte en banque, tout. Et quand je proteste, ils disent que c'est ma maladie qui me rend agressive. Un système organisé. Des femmes fragilisées par des proches cupides, internées de force avec la complicité de médecins corrompus. Et le docteur Henrique au centre de ce réseau. J'ai commencé à noter tout ce que j'entendais. Tous les noms, toutes les histoires. Si je sortais un jour de cet enfer, j'aurais besoin de témoignages pour étayer mon dossier. Mais chaque jour qui passait rendait ma situation plus précaire. Édouard signait de nouveaux documents. Béatrice répandait de nouveaux mensonges sur mon compte. Et le docteur Henrique augmentait les doses de mes traitements. Chaque personne qui aurait pu m'aider semblait maintenant se retourner contre moi. Mais parfois, l'aide vient d'où on ne l'attend pas. Le 7e jour de mon internement, j'ai pris un risque énorme. J'avais réussi à cacher un micro-enregistreur miniature dans la doublure de ma robe de chambre. Le même modèle que celui que j'avais utilisé pour espionner Béatrice, mais encore plus petit. Sophie, l'infirmière de nuit, me l'avait fait passer discrètement après que Carla l'eût contacté. « Votre amie m'a convaincue », m'avait-elle chuchoté. « Il y a trop de choses bizarres dans votre dossier. » Le docteur. Henrique avait programmé une séance d'évaluation psychiatrique ce matin-là. C'était ma chance d'obtenir des aveux compromettants. Je savais qu'il serait plus détendu, moins méfiant. Après tout, j'étais censée être complètement sous contrôle grâce aux médicaments. « Bonjour Marine », dit-il en s'installant dans son fauteuil de cuir. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?»« Mieux, docteur. Les médicaments semblent faire effet. » Je jouais la patiente docile, celle qui accepte enfin son traitement. Son visage s'éclaira. Il aimait les succès faciles. « Parfait. Vous commencez à comprendre que nous sommes là pour vous aider. Parlez-moi de votre relation avec votre belle-mère. » Je crois que j'ai eu tort de la soupçonner. Béatrice ne voulait que mon bien. Exactement. Votre paranoïa vous faisait voir des complots partout. Mais maintenant que vous êtes traité, vous voyez les choses plus clairement. Je hochai la tête avec l'air de quelqu'un qui découvre enfin la vérité. Il était en train de mordre à l'hameçon. « Docteur, » continuai-je, « combien de temps vais-je devoir rester ici? Cela dépend de vos progrès. Votre belle-mère souhaite s'assurer que vous ne rechutez pas. C'est une femme remarquable, très prévenante. Vous la connaissez depuis longtemps? Oh oui, Béatrice et moi sommes de vieux amis. Elle m'a déjà orienté plusieurs patientes. Une femme qui sait reconnaître les troubles mentaux. Plusieurs patientes? Mon sang se glaça, mais je gardai un visage neutre. Elle vous envoie souvent des patientes? De temps en temps. Des situations familiales compliquées, vous comprenez? Des femmes qui ont besoin d'un encadrement spécialisé. Il y eut un silence. Puis quelqu'un frappa à la porte. L'infirmière en chef, Madame Bertrand, entra sans attendre de réponse. « Docteur, j'ai besoin de vous parler de la chambre 15. » Elle avait parlé à voix basse, mais mon enregistreur captait tout. « Pas maintenant, » répondit-il sèchement. « C'est au sujet de la nouvelle pensionnaire. Madame Moreau a appelé ce matin. Elle veut savoir si nous pouvons accélérer la procédure pour sa belle-fille. »
Ma belle-fille, elle parlait de moi. Dites-lui que c'est en cours. La patiente répond bien au traitement. Nous devrions pouvoir finaliser les papiers d'internement définitif d'ici la fin de la semaine. Internement définitif? Mon cœur s'arrêta de battre. Parfait. Et pour le règlement? Comme d'habitude. La vieille paie bien pour ses petits services. On ne pose pas de questions. On fait ce qu'elle demande. Cette femme a du réseau, il vaut mieux ne pas la contrarier. Madame Bertrand acquiesça et sortit. Le docteur Henrik se tourna vers moi avec son sourire paternaliste, sans se douter que je venais d'enregistrer ses aveux complets. Où en étions-nous? Ah oui, votre traitement. Je terminai la séance en jouant parfaitement mon rôle de patiente en voie de guérison. Mais à l'intérieur, je bouillais de rage. Il parlait de moi comme d'un objet, d'une source de revenus. Le soir même, Édouard vint me rendre visite. C'était le moment de vérité. J'avais les preuves. Maintenant, il fallait le confronter. Édouard, il faut que tu m'écoutes. J'ai des choses importantes à te dire. Tu as l'air mieux, ma chérie. Les médecins disent que tu fais des progrès. Justement, parlons-en des médecins. Écoute ça. Je sortis discrètement le micro-enregistreur de ma poche et lançai la lecture. La voix du docteur Henrik résonna dans la petite chambre. La vieille paye bien pour ses petits services. Cette femme a du réseau. Internement définitif d'ici la fin de la semaine. Le visage d'Édouard devint livide. Il regarda l'enregistreur comme s'il s'agissait d'une bombe. Comment tu as eu ça? Peu importe comment. L'important, c'est que tu entendes la vérité. Ta mère me fait interner de force en achetant ce médecin. C'est impossible, Marine. Maman ne ferait jamais. Vraiment? Et ça, c'est impossible aussi? Je lui montrai les photos que Sophie avait imprimées pour moi. Béatrice, écrasant les comprimés, ses notes sur notre patrimoine, son planning d'internement. Édouard examina les documents en silence. Ses mains tremblaient légèrement. Je voyais la réalité s'imposer progressivement à lui, détruisant l'image idéalisée qu'il avait de sa mère. Marine, si c'est vrai, pourquoi elle ferait ça? Pour l'argent, Édouard. Regarde ses notes. Elle a calculé tout ce qu'on possède. Une fois que je suis internée définitivement, elle peut me faire passer pour inapte et récupérer mes biens. Et toi, tu signes tout ce qu'elle te demande, parce que tu lui fais confiance aveuglément. Il s'effondra sur la chaise des visiteurs, la tête dans les mains. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Tu peux encore arrêter ça, Édouard. Aide-moi à sortir d'ici. Mais quand il releva la tête, je vis quelque chose dans ses yeux qui me glaça d'effroi. Ce n'était pas de la détermination à m'aider. C'était de la peur. Marine, tu ne comprends pas. Si je t'aide, maman va. Maman va quoi? Elle sait des choses sur moi, sur mon travail. Des choses que je n'aurais pas dû faire. Quelles choses? Des fausses évaluations d'appartements, des ventes à des prix gonflés, de la fraude immobilière. Si elle parle, je finis en prison. Voilà le chantage ultime. Béatrice tenait son propre fils par ses magouilles professionnelles. Alors tu vas me laisser pourrir ici pour sauver ta peau? Ce n'est pas si simple. Si, Édouard, c'est exactement ça. Tu choisis ta mère et tes petites combines plutôt que ta femme. Il sortit précipitamment de la chambre sans un mot de plus. Mais j'avais ma réponse. Édouard ne m'aiderait pas. Pire, il continuerait à signer tous les papiers que Béatrice lui mettrait sous le nez. Cette nuit-là, Sophie me réveilla discrètement vers 3 heures du matin. Marine, votre amie Carla a réussi quelque chose d'énorme. Les enregistrements que vous avez faits, elle les a fait fuiter sur les réseaux sociaux. Elle me montra son téléphone. La vidéo de Béatrice empoisonnant mon café était déjà vue des milliers de fois. Les commentaires explosèrent de colère contre cette manipulation ignoble. Justice pour Marine était devenue tendance sur Twitter. Des journalistes réclamaient des explications. Des associations de défense des droits des patients interpellaient les autorités sanitaires. Il y a plus, continua Sophie. D'autres femmes témoignent. Elles disent avoir vécu la même chose avec le docteur Henrik. L'affaire prend une ampleur énorme. Pour la première fois depuis 1 semaine, j'ai souri. Béatrice avait sous-estimé le pouvoir des réseaux sociaux et la détermination de Carla. Mais je savais que Béatrice ne se laisserait pas faire sans se battre. Et connaissant sa ruse, elle avait sûrement préparé une contre-attaque. Ce que je découvrirais le lendemain dépasserait toutes mes craintes. Le lendemain matin, tout avait changé dans la clinique. Les infirmières chuchotaient dans les couloirs, les médecins évitaient mon regard et le docteur Henrik était introuvable. L'affaire avait pris une dimension que personne n'avait anticipée. Mais c'est vers midi qu'une patiente âgée, Marguerite, s'approcha de moi dans la salle commune. Elle devait avoir 70 ans,
des cheveux blancs toujours parfaitement coiffés et des yeux d'un bleu perçant qui semblaient avoir tout vu de la vie. « Ah, vous êtes Marine, n'est-ce pas? Celle dont tout le monde parle? » « Oui, c'est moi. Il faut que je vous dise quelque chose d'important, au sujet de votre belle-mère. » Elle jeta un coup d'œil autour de nous, s'assura que personne ne nous écoutait, puis se pencha vers moi. « Votre belle-mère, elle a fait exactement la même chose à Caroline aussi. »« Caroline? Qui est Caroline? » ?»« La première femme de votre mari, une jeune femme adorable. Elle devait avoir votre âge. Blonde, très douce, un peu naïve peut-être. » Mon sang se glaça. Édouard avait été marié avant moi. Il ne me l'avait jamais dit. Comment vous savez ça? J'étais déjà patiente ici il y a 2 ans. Caroline a été internée dans la même chambre que vous occupez maintenant. Même méthode. Médicaments cachés dans la nourriture, isolement de sa famille, mari manipulé qui signait tous les papiers. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Marguerite baissa la voix encore davantage. Elle n'a pas survécu au traitement. Overdose accidentelle selon le rapport officiel. Mais nous, les patientes, on savait la vérité. Le docteur Henrik avait trop forcé sur les doses. Mon Dieu, votre Béatrice était déjà là, à jouer la belle-mère éplorée. Après la mort de Caroline, elle a hérité de l'assurance vie et a récupéré l'appartement que le couple avait acheté. 70 000 € d'assurance, plus un appartement de 300 000 €. Pas mal pour quelques mois de comédie. Je me sentis défaillir. Béatrice était une meurtrière. Elle avait déjà tué pour l'argent et recommençait avec moi. Pourquoi personne n'a jamais rien dit? Qui nous aurait cru? Nous sommes des folles, vous vous souvenez? Et puis, Béatrice a des appuis. Elle connaît du monde dans le milieu médical. Des gens influents qui ferment les yeux moyennant finance. Vous avez des preuves de ce que vous avancez? J'ai gardé des lettres que Caroline m'avait écrites. Elle me racontait ses soupçons sur sa belle-mère. Et j'ai aussi ça. Elle sortit de sa poche une petite photo froissée. On y voyait une jeune femme blonde qui souriait, tenant la main d'Édouard. Au dos, une inscription. Caroline et Édouard, jour de notre mariage, 15 mai 2022. Ils avaient divorcé, ou plutôt Caroline était morte, moins d'1 an avant qu'Édouard me rencontre. Tout s'emboîtait. Béatrice avait trouvé sa méthode avec Caroline, l'avait perfectionnée et recommençait avec moi. « Il faut que ces informations sortent, » dis-je à Marguerite. « Votre amie journaliste, Carla, elle pourrait s'en charger ?» Pendant ce temps, l'enquête révélait l'ampleur du système. Les autorités sanitaires avaient ouvert une investigation sur la clinique Sainte-Marie. 5 autres femmes s'étaient manifestées, témoignant de méthodes similaires utilisées par le docteur Henrik. Madame Delacroix, 55 ans, internée par son gendre qui convoitait son héritage. Madame Fournier, 42 ans, victime de son ex-mari lors de leur divorce. Madame Rousseau, 60 ans, manipulée par sa propre fille toxicomane qui voulait vendre la maison familiale. Toutes avec des histoires similaires. Proches malveillants, médicaments cachés, internements expéditifs, docteur Henrik complice contre rémunération. Mais le docteur Henrik n'était que la partie visible de l'iceberg. L'enquête révéla un réseau de corruption impliquant 3 cliniques privées de la région lyonnaise. Des médecins, des infirmières, des administratifs, tous payés pour fermer les yeux sur ces internements frauduleux. Et au centre de ce réseau, Béatrice Moreau, pas une gentille retraitée, mais une manipulatrice professionnelle. Ancienne secrétaire médicale, elle connaissait parfaitement les rouages du système psychiatrique et ses failles. Elle identifiait les femmes vulnérables, souvent fortunées, et orchestrait leur chute avec une précision chirurgicale. Le témoignage de Marguerite fit l'effet d'une bombe quand Carla le diffusa. L'affaire Caroline refit surface. La police exhuma son dossier médical, interrogea d'anciens témoins. L'overdose accidentelle commençait à ressembler à un meurtre déguisé. Mais Béatrice ne restait pas les bras croisés. Quand elle comprit que l'affaire lui échappait, elle activa son plan B, le chantage à Édouard. Je l'appris par Sophie, qui avait surpris une conversation téléphonique. « Si Marine sort de cette clinique, » avait menacé Béatrice, « je révèle tout sur tes magouilles immobilières, tous ces appartements que tu as surévalués, toutes ces commissions occultes que tu as touchées. Tu finiras en prison pour escroquerie en bande organisée. Mais maman, avec tout ce scandale, je ne peux plus. Tu peux et tu vas. Tu signes les papiers d'internement définitif demain, sinon je dépose plainte contre toi dès lundi. » Édouard était pris au piège de ses propres compromissions. Sa mère le tenait par ses crimes et il n'avait pas le courage de tout avouer pour me sauver. C'est alors que se produisit quelque chose d'inattendu. Monsieur Blanchard, mon chef au bureau, avait suivi l'affaire dans les médias.
Quelque chose l'avait troublé dans l'histoire de mon arrêt maladie pour troubles psychiatriques. Il contacta Carla pour lui confier ses doutes. Marine était l'employée la plus stable de mon équipe. Jamais un jour d'arrêt en 3 ans, toujours ponctuel, travail irréprochable. Et soudain, du jour au lendemain, troubles psychiatriques graves, ça ne collait pas. Il accepta de témoigner publiquement, apportant un éclairage différent sur ma personnalité. D'autres collègues suivirent. Mes anciens professeurs de fac, des amis d'enfance, tous dressèrent le portrait d'une femme équilibrée, sans antécédents psychiatriques. Le château de cartes de Béatrice s'effondrait pièce par pièce, mais elle gardait encore une carte maîtresse, son fils. Et elle était prête à tout pour la jouer. 3 jours plus tard, tout s'accéléra. L'inspection générale des services de santé débarqua à la clinique Sainte-Marie à 6 heures du matin. Les policiers emmenèrent le docteur. Henrique menotté sous les flashs des photographes. Sa clinique fut fermée temporairement, ses autorisations d'exercer suspendues. Béatrice fut arrêtée chez elle le même jour. Les images de cette femme de 62 ans, qui avait joué si longtemps les grands-mères bienveillantes, embarquées par la police, firent le tour des réseaux sociaux. Mais la justice française a ses lenteurs et ses faiblesses. Béatrice obtint rapidement la résidence surveillée en raison de son âge avancé et de son absence d'antécédents judiciaires. Elle était assignée chez elle avec un bracelet électronique, mais libre dans les faits. Moi, je fus libérée le jour même de la fermeture de la clinique. Après 10 jours d'internement forcé, je retrouvais enfin l'air libre. Mais la liberté avait un goût amer. Édouard m'attendait devant la clinique. Il avait les traits tirés, les yeux cernés de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des jours. « Marine, je suis désolée. Tellement désolée. Désolée ne suffit pas, Édouard. Tu as signé pour m'interner définitivement. Tu étais prêt à me laisser pourrir là-dedans pour protéger tes magouilles. Je sais, j'ai été lâche. Mais maintenant, on peut repartir de zéro. Maman ne pourra plus nous nuire. » Je le regardais avec une pitié immense. Il ne comprenait toujours pas. « Il n'y a plus de nous, Édouard. Tu as choisi ta mère plutôt que moi. » Un mariage ne survit pas à ça. Le divorce fut prononcé 3 mois plus tard. Édouard ne contesta rien, ni la répartition des biens, ni mes demandes d'indemnisation. Sa culpabilité était trop lourde. Mais ma libération légale ne signifiait pas ma guérison psychologique. Les cicatrices de ces 10 jours d'enfer me poursuivaient quotidiennement. Je ne pouvais plus boire de café sans contrôler d'abord qui l'avait préparé. L'odeur d'antiseptique me donnait des crises d'angoisse. Je vérifiais obsessionnellement les serrures de mon nouvel appartement, j'installais un système d'alarme sophistiqué, je méfiais de tout le monde. Les médicaments, même un simple Doliprane me terrifiait. J'avais développé une phobie totale des substances chimiques. Mes nuits étaient hantées de cauchemars où Béatrice m'empoisonnait encore, où des médecins me ligotaient sur un lit d'hôpital. La thérapie avec le docteur. Martin Duvinatier m'aida progressivement, mais certaines blessures ne guérissent jamais complètement. Vous souffrez de stress post-traumatique, m'expliqua-t-il. C'est normal après ce que vous avez vécu. La confiance en autrui se reconstruit, mais ça prend du temps. Du temps, j'en avais. La solitude aussi. Carla restait ma seule amie proche, les autres relations s'étaient délitées pendant la crise. Refaire confiance à un homme? Impensable pour l'instant. Le procès eut lieu 1 an plus tard. Béatrice fut condamnée à 5 ans de prison, avec sursis et interdiction d'exercer toute profession en rapport avec le secteur médical. Le docteur Henrik écopa de 3 ans ferme et de l'interdiction définitive d'exercer. Des sanctions dérisoires par rapport à ce qu'il m'avait fait vivre. Mais c'était mieux que rien. Édouard fut poursuivi pour complicité passive et fraude immobilière. Il écopla de 2 ans avec sursis et d'une amende de 50 000 €. Son agence fit faillite. Sa réputation était détruite. Parfois, je le croise au supermarché de mon quartier. Il baisse immédiatement les yeux, incapable de soutenir mon regard. Sa mère vit toujours dans son appartement, sous surveillance électronique. Elle sort faire ses courses, comme si de rien n'était, impunie dans les faits. Cette injustice me ronge encore. Aujourd'hui, 2 ans après cette épreuve, je vis seule dans un studio du 3e arrondissement. J'ai changé de travail, créé ma propre agence de graphisme. L'indépendance me rassure. Plus personne ne peut décider pour moi. J'aide d'autres victimes à travers un blog anonyme où je raconte mon histoire. Chaque semaine, je reçois des témoignages de femmes qui vivent des situations similaires. Le réseau de Béatrice était plus vaste qu'on ne l'imaginait. Carla me dit souvent que je devrais passer à autre chose, refaire ma vie amoureuse.
Mais comment faire confiance après avoir été trahi par ceux qui devaient me protéger? Racontez-nous en commentaire d'où vous écoutez mon histoire et abonnez-vous pour découvrir d'autres témoignages bouleversants. Votre soutien aide d'autres victimes à briser le silence. Et si c'était vous à ma place, pourriez-vous pardonner à ceux qui devaient vous protéger?